Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. On va parler aujourd'hui de la dernière étude de Richard Godfrey parue le 8 septembre 2022. Cette étude fait suite au rapport de décembre 2021 sur lequel j'avais déjà eu pas mal de choses à redire et notamment exprimer mes doutes sur la viabilité d'utiliser la méthode du WSPR pour déterminer la trajectoire du MH370 dans l'océan Indien. Dans cette dernière étude, Richard Godfrey annonce que le logiciel GTD-AAA, utilisant les données WSPR, c'est le logiciel qu'il utilise en fait pour ça, a été affiné et permet de donner une trajectoire plus précise. Il y a plein de points sur lesquels je ne suis pas d'accord, comme vous allez le constater. Je vais vous épargner les explications trop techniques car ce document est d'une très grande complexité. Il n'est pas destiné au grand public mais plutôt à des experts. Toutefois, il ne faut pas penser que parce que c'est très technique, cela prouve la véracité de l'étude. Loin de là, selon moi. Richard Godfrey essaie de convaincre en montrant qu'il y a du travail très poussé sur le sujet, mais cela n'a pas convaincu les experts jusqu'à aujourd'hui, et moi non plus. Je ne vais pas me pencher non plus sur la vérification de ces calculs. Je vous renvoie vers ma précédente vidéo où j'explique ce qu'est le WSPR de manière simple et les précautions qu'il faut prendre sur la confiance que l'on peut accorder à cette méthode. Alors, la première chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec l'auteur, c'est tout d'abord cet élément concernant l'altitude lors du dernier contact radar qu'il a pris à 36 000 pieds. Or, la dernière altitude connue de l'avion était de 29 500 pieds. Alors pourquoi prendre 36 000 pieds au départ de cette étude ? Mais personnellement, je ne vois pas pourquoi. Cette altitude ne correspond à rien de connu. L'avion était à 35 000 pieds lorsqu'il a disparu en mer de Chine, mais il est ensuite descendu vers une altitude plus probable de 30 000 pieds. Seule explication pouvant justifier l'augmentation de vitesse que l'on observait justement sur les radars primaires. Un point que j'avais justement expliqué dans mon ouvrage, et je ne suis pas le seul à le dire. Patrick Blely, commandant de bord à la retraite, pense la même chose sur ce point dans son ouvrage également. Autre élément, l'altitude du dernier contact a été donnée en conférence de presse quelques jours seulement après la disparition de l'avion, et elle était de 29 500 pieds, d'après le radar 3D malaisien. Alors je sais bien qu'il y a pas mal de critiques sur les données d'altitude du radar 3D malaisien. Toutefois, cette altitude de 29 500 pieds est parfaitement cohérente avec pas mal d'éléments que j'explique dans mon livre et que Patrick Blely également explique. Les doutes sur le fait d'attribuer une détection WSPR au MH370. Là aussi, c'est un point où j'ai beaucoup de mal à adhérer à la théorie de Richard Godfrey. Sur cette image, Richard Godfrey considère qu'à cette heure précise, le MH370 est bien détecté quand il passe sur le faisceau HF, c'est-à-dire haute fréquence, qui fait le tour du globe en passant par les pôles. Il faut vraiment comprendre cette image en la transformant en vue 3D sur un globe terrestre. Si vous avez un capteur qui enregistre les fluctuations de cette fréquence HF et qui est situé sur cette ligne, et donc sur les points bleus et rouges que l'on voit sur cette image ici, alors vous pouvez, en théorie, capter l'avion quand il passe sur ce faisceau. Pour moi, il est strictement impossible de dire que la fluctuation que l'on observe et que l'on détecte est forcément le MH370 qui passe sur ce faisceau. Qu'est-ce qui nous dit que ça ne serait pas un autre avion ? La ligne est relativement longue, et même des variations du champ magnétique terrestre, ou encore des éruptions solaires qui en seraient à l'origine. Si l'on sait que l'avion passe dessus parce que l'on a une détection radar nous donnant une position précise au même moment, pourquoi pas ? C'est le cas ici dans cette image. Il prend justement une position connue au radar. Alors je veux bien accepter que cela soit possible, mais quand l'avion est au milieu de l'océan Indien, sans aucun autre moyen de détection, je ne vois pas comment on pourrait affirmer avec certitude qu'il s'agit bien du MH370 dans la perturbation que l'on observe à ce moment-là. Vous comprenez pourquoi je suis très dubitatif sur la méthode. J'ajoute qu'avec cette méthode, il est totalement impossible
de déterminer l'altitude de l'avion. Or, c'est ce que fait Richard Godfrey dans ce nouveau document. Et là, je suis encore plus perplexe sur cette possibilité-là. On va parler maintenant du logiciel GDT-AAA. Je vous passe ce que ça signifie. Alors, Richard Godfrey nous explique comment le logiciel a été configuré. Bon, c'est intéressant, mais c'est aussi très technique. Il calcule la position de l'avion toutes les 2 minutes en prenant une quantité énorme de données, que ce soit la vitesse, l'altitude, les vents, les températures en altitude, etc. Et tout cela en les faisant correspondre au BTO et au BFO des données Inmarsat connues. Le logiciel prendrait même en compte la propagation très particulière des ondes haute fréquence qui se réfléchissent sur la ionosphère, comme vous pouvez le voir sur cette image. Le logiciel étudie ensuite la possibilité que l'avion soit dans un rayon de 4 minutes autour de la position connue de l'avion, pour voir si un ou plusieurs faisceaux comportant des anomalies peuvent correspondre à la zone. Comprenez ici le terme anomalie comme une variation dans le signal que l'on considère être due à la perturbation qu'occasionne l'avion lorsqu'il traverse ce faisceau. C'est bien beau, mais là on connaît la position précise de l'avion, donc c'est facile. Et encore, si tant est que la perturbation est vraiment due à l'avion. À certains endroits de la trajectoire, plusieurs faisceaux seraient même en mesure de confirmer la position de l'avion. Là encore, je reste quand même très dubitatif. À noter que la précision qu'il donne de ces faisceaux serait de plus ou moins 10 km. On aurait donc des faisceaux qui ont une épaisseur d'environ 20 km. L'épreuve d'un pilote aux commandes. Richard Godfrey nous dresse un tableau d'une trajectoire où le WSPR prouverait qu'il y avait un pilote aux commandes au-dessus de l'océan Indien. Alors ce n'est pas nouveau. J'avais déjà fait ce constat dès la première version de mon ouvrage en expliquant qu'il ne pouvait pas y avoir autant de coïncidences dans les dysfonctionnements que l'on observait avant même que l'avion soit dans l'océan Indien, ainsi que les changements de trajectoire lors de la première heure de la disparition d'après les images radar. Et qu'ensuite, rien ne permet d'affirmer qu'il y aurait eu personne aux commandes. Mais là, c'est sur la portion de l'océan Indien que Richard Godfrey affirme que l'avion a fait plusieurs changements de cap et que le WSPR permet de confirmer ceci. Là, je serai à sa place, je me montrerai beaucoup plus prudent sur ce point. Oui, il est probable et même certain qu'il y ait eu plusieurs changements de cap. Mais dire que le WSPR le prouve, je suis très très loin d'être convaincu que le WSPR permet de déterminer ceci aussi finement. Là où je suis toutefois d'accord avec Richard Godfrey, c'est qu'il considère que l'utilisation du FMCS, le Flight Management Computing System, qui est le système de navigation de l'avion, et bien que ce système, l'utilisation de ce système pour modifier la trajectoire de l'avion par le pilote serait trop long. Alors, c'est exact, mais ce n'est pas la raison pour laquelle le pilote, selon moi, n'a pas utilisé cette méthode. C'est juste qu'il n'y avait aucune raison de suivre une route précise. Et donc dans ce cas-là, l'utilité d'utiliser le FMCS pour naviguer au-dessus de l'océan Indien reste assez limitée. Richard Godfrey annonce aussi que le WSPR montre qu'il y a plusieurs changements d'altitude en lien avec les BTO. Soyons honnêtes, je l'ai dit tout à l'heure, il est impossible de déterminer une telle chose de cette manière. On ne peut même pas déterminer l'altitude de l'avion avec les BTO. Alors en plus avec le WSPR, je suis doublement dubitatif. La trajectoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la trajectoire devient de plus en plus aberrante au fur et à mesure que Richard Godfrey affine son étude. Pourquoi je suis aussi critique ? Il y a plusieurs raisons à cela. Je vais découper la trajectoire qu'il donne en plusieurs segments pour vous expliquer ceci avec plus de détails. Tout d'abord, entre le premier arc et le deuxième arc. Au premier arc, l'avion passe sur la pointe nord de l'Indonésie. C'est le point rouge que vous voyez en haut, avec une trajectoire qui passe sur la pointe nord de l'Indonésie. Première incohérence, Richard Godfrey considère que l'avion a viré très vite après le premier ping, c'est-à-dire le point rouge. Trop tôt, selon moi, mais surtout
passer aussi près de la côte indonésienne aurait déclenché une réaction, selon moi, de la défense aérienne, mais aussi rendu l'avion visible par plusieurs radars. Donc, je ne crois pas du tout à une telle trajectoire à cet endroit. On a ensuite une trajectoire en zigzag, et cette trajectoire n'a aucun sens. Elle vise surtout à faire correspondre la position de l'avion lors du passage sur le deuxième arc à l'heure prévue, à l'heure qui est connue. Voilà, c'est la seule explication selon moi. Richard Godfrey a été obligé de faire perdre du temps à l'avion sur cette trajectoire pour pouvoir arriver sur le deuxième arc. Entre le deuxième et le quatrième arc, bien sûr cette portion, je vais être en total désaccord encore avec Richard Godfrey. On a un circuit d'attente. Richard Godfrey considère que le pilote a effectué un circuit d'attente au large de l'Indonésie. Pourquoi ? Eh bien parce que selon lui, c'est ce que laisse entendre le WSPR. Mais en réalité, l'explication est à trouver dans les BTO. Si Richard Godfrey ne faisait pas perdre plus de temps à l'avion à cet endroit, sa trajectoire ne tiendrait pas la route avec les arcs BTO qui suivent. Là voilà, selon moi, la véritable explication. J'ai déjà parlé de ce circuit d'attente qui d'ailleurs ne correspond pas du tout à un circuit d'attente que font les avions. Et comme on le verra après, cet hippodrome d'attente souffre d'une autre incohérence car il sous-entend un pilote pleinement conscient pour le faire. Or, ce n'est pas l'état physique que laisse entendre Richard Godfrey dans ses dernières interventions médiatiques. Entre le 4e et le 7e arc. Quand on regarde le 5e arc, on a un avion qui suit carrément cet arc. Avec une telle trajectoire, j'ai beaucoup de mal à croire que les BFO puissent correspondre. Après l'arc 5, on a une trajectoire en S qui, là encore, n'a pas d'autre explication que de perdre du temps pour que l'avion puisse atteindre le 6e arc à la bonne heure. Je ne crois pas non plus du tout à une trajectoire aussi erratique. De plus, des altitudes montreraient que l'avion serait descendu avant le 6e arc, c'est ce qu'affirme Richard Godfrey. Et au 7e arc, il n'aurait été qu'à 4245 pieds. Et là, on a un élément qui invalide cette possibilité. Si l'avion n'avait plus de moteur au 7e arc, comme il le laisse entendre, la distance de planée par rapport au 7e arc serait faible. Or, la zone a été largement couverte et on n'a rien donné. Donc là encore, la zone finale pointée par Richard Godfrey a été largement explorée. Pourquoi alors une telle trajectoire ? C'est là que Richard Godfrey nous donne une explication très étonnante. Dans ses interviews, il parle d'un pilote qui aurait été désorienté, probablement par une dépressurisation, pour expliquer une trajectoire de ce genre. Cela est totalement impossible. D'abord, si l'avion avait eu une dépressurisation, que le pilote ait pu être désorienté, ok, je peux être d'accord. Mais seulement dans les premières minutes, pas pendant 7 heures. Il serait tombé inconscient rapidement et encore plus avec une altitude aussi élevée comme il le donne au début à 36 000 pieds. L'argument de Richard Godfrey ne me convainc absolument pas. Néanmoins, je suis d'accord avec lui sur le fait de devoir considérer qu'il y avait un pilote à la fin du vol. La question que je me pose alors est: il n'est plus désorienté maintenant, si on en croit ce que dit Richard Godfrey? Donc il y a quand même pas mal de questions qui se posent sur cette étude. En conclusion, encore une fois, Richard Godfrey nous livre une étude d'une complexité sans commune mesure, mais truffée d'incohérences. A noter que la zone finale de cette nouvelle étude est bien plus au nord que celle de sa précédente étude. Il faut dire que la TSB et Geoscience Australia avaient étudié la zone qu'il avait préalablement définie dans son étude précédente et avaient répondu qu'elle avait été largement couverte avec un indice de confiance élevé. Et je suis parfaitement d'accord avec leur réponse. Richard Godfrey essaie-t-il de trouver une autre zone pour rester crédible ? Peut-être. Mon sentiment est que plus ces études avancent, moins elles sont crédibles tant les incohérences s'accumulent. Richard Godfrey voit dans le WSPR une technique révolutionnaire pour retrouver le MH370. Il continue à s'entêter dans cette méthode au point d'en oublier tout raisonnement rationnel. Les chiffres deviennent des preuves, mais il faut être conscient que des chiffres mal sélectionnés, sur des bases peu crédibles, vous donneront toujours un résultat.
mais qui sera peu crédible aussi. Le WSPR semble être devenu une religion pour Richard Godfrey, qui essaie d'appliquer une méthode qui, selon moi, va bien au-delà de ce qu'elle permet vraiment de faire. J'espère que cette vidéo vous aura donné un aperçu simplifié de cette étude qui est très complexe et pas très abordable pour les non-avertis, mais aussi de comprendre mon point de vue là-dessus et surtout mes réticences sur la viabilité de cette nouvelle étude encore une fois. Je vous dis à bientôt.